Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public qui est enregistré en public et à la Fondation Jan Michalski, que nous remercions de nous avoir invités et de nous accueillir. La Fondation Jan Michalski, en dehors d'être un bâtiment contemporain tout à fait remarquable, est aussi un des endroits dans lesquels on peut profiter de la tranquillité et de l'hospitalité pour développer une œuvre, notamment une œuvre littéraire, puisque cette fondation est essentiellement consacrée à la lecture et à l'écriture. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, avec Lucille Schmid, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, avec Richard Verly, j'allais dire ci-devant, pour encore quelques heures, correspondant du Temps à Paris, et dans quelques heures, correspondant de quotidien en ligne alémanique, Blick, correspondant pour la France, et avec Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Que doit-il faire ?» Et ce numéro est ainsi chapeauté, je cite, « Avec plus de 58% des suffrages, Emmanuel Macron l'emporte aisément, même avec un score inférieur à celui obtenu en 2017, mais le chemin sera plus difficile que le score de son élection pourrait le laisser penser. Pour une partie non négligeable des Français, celle qui a grossi les rangs de l'extrême droite ou d'une gauche radicale, le verdict des urnes continuera de ressembler à un déni de démocratie, à une amère déception, à un signal pour de futures batailles de rue. C'est à Emmanuel Macron qu'il appartient, comme il l'a dit dans son discours du Champ de Mars, de devenir véritablement le président de tous les Français et non celui d'un camp. De sa manière de transformer ses mots en actes tangibles dépendra non pas son sort à lui, puisque les urnes ont parlé, mais celui de tout un pays. Dans le cadre de nos suppléments culturels, que nous aimons appeler nos badas en hommage à Jean-François Revel, dans le cadre de nos suppléments culturels, série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi le premier entretien avec un compagnon tailleur de pierre du Tour de France, Dominique Vermorel, dont le nom, dans la présentation chez les compagnons, est « Honnête compagnon tailleur de pierre, le courage de Chanlieu ». Avec lui, nous allons, dans un premier entretien, nous intéresser à ce que sont les compagnons du Tour de France aujourd'hui, puis dans deux autres entretiens, nous nous intéresserons au métier de tailleur de pierre et notamment au travail de réfection de la cathédrale de Rodez, auquel Dominique Vermorel est attaché depuis de nombreuses années. Enfin, ma harangue introductive n'est jamais complète quand je mets de vous rappeler que nous vivons essentiellement de vos contributions et qu'il nous faut impérativement en augmenter le nombre. Vous rappelez aussi qu'elles sont défiscalisées à hauteur de 66% et qu'elles ne pourraient pas mieux tomber que maintenant, parce que s'il arrive en effet que des sponsors nous achètent un peu d'espace, ils sont trop peu nombreux et leurs commandes sont trop incertaines pour que nous puissions assurer le budget de la saison prochaine. Je vous propose maintenant que nous nous intéressions à ce deuxième tour qui soulève sans doute plus de questions que de réponses. Emmanuel Macron a donc été réélu dimanche 24 avril avec 58,54% des voix contre 41,46% à Marine Le Pen. Un doublé auquel aucun président sortant n'était parvenu sous la Ve République hors période de cohabitation depuis le général de Gaulle en 1965. Toutefois, avec 18,7 millions de voix, Emmanuel Macron a perdu presque 2 millions de suffrages en 5 ans, tandis qu'avec près de 13,3 millions de voix, 2,7 millions de plus qu'en 2017, Marine Le Pen a établi le meilleur score de l'extrême droite à une élection, toute période confondue. Le taux d'abstention a atteint 28,01%, approchant le record établi au second tour de l'élection présidentielle de 1969, où il était de 31,1%, élection présidentielle qui, on s'en souvient peut-être, opposait deux candidats de droite, Georges Pompidou et Alain Poher. Si on ajoute à ces 28,01% les votes blancs et nuls, on passe à 34% du corps électoral, c'est-à-dire 16,7 millions de personnes, l'abstention étant principalement le fait des jeunes.
Selon un sondage Ipsos Soprasteria, 42% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour se sont reportés sur le président sortant. 17% ont fait le choix de Marine Le Pen. Le vote Macron agrège les deux bouts de la pyramide des âges, une part de la jeunesse et la quasi-totalité des retraités. Le vote Le Pen concentre les tranches du milieu, soit une très grande partie de la population active. Selon cette enquête, les électeurs d'Emmanuel Macron le soutiennent pour deux raisons principales. La confiance qu'il suscite, 36%, et la logique de barrage à l'extrême droite, 39%. Ces idées ne mobilisent que 25% de ses soutiens. La candidate du Rassemblement national, elle, capte 42% de son électorat sur l'adhésion à son idéologie. La représentante du Rassemblement national est parvenue, en jouant sur la défiance des anti-vaccins, à conquérir les Antilles et la Guyane dans une parfaite inversion du rapport de force avec Emmanuel Macron en 2017. Elle a récolté 69,60% des voix en Guadeloupe, contre 24,87 il y a 5 ans, un peu plus de 60% en Martinique contre un peu plus de 22% en 2017 et un peu plus de 60% en Guyane contre un peu plus de 35% en 2017. Elle est aussi arrivée en tête dans plusieurs départements de métropole, l'Oise, la Somme, les Vosges, la Meuse, les Pyrénées-Orientales, le Gard, le Var ou le Vaucluse, alors qu'en 2017, elle n'était arrivée en tête que dans le Pas-de-Calais et dans l'Aisne. Enfin, une enquête IFOP réalisée le jour du premier tour indiquait que la problématique numéro 1 des électeurs était la santé, 71%, puis le pouvoir d'achat, 68%, la sécurité, 60%, l'éducation, à peu près la même chose, le terrorisme, 57%, le chômage, 49%, la lutte contre l'immigration clandestine, 47%, et enfin l'environnement, 44%. Les thématiques régaliennes n'ont donc pas disparu des préoccupations, elles restent toujours en toile de fond. Si on compare à 2017, la préoccupation santé a bondi de 9 points, pas difficile de voir sous quel effet, le pouvoir d'achat de 8 points, la délinquance de 4, le terrorisme a lui baissé de 9 points, la lutte contre le chômage de 20 points. Rappelons enfin que les élections législatives se dérouleront le 12 et le 19 juin prochain. Sur cette question, Richard Verly. Étonnant pays que la France, où si l'on regarde les articles et les enquêtes consacrées à l'élection présidentielle, on pourrait presque penser qu'Emmanuel Macron a perdu. Parce qu'au fond, ce qui est frappant, c'est que, eh bien oui, je vous l'annonce, Emmanuel Macron a de facto perdu cette élection qu'il a remportée. Il l'a perdu parce que les 58,5% des suffrages dans les urnes ne sont pas des suffrages d'adhésion, ou en tout cas comportent une majorité d'électeurs qui ont, je répète ce que je lis, qui ont avant tout voté pour faire barrage à l'extrême droite. Il a perdu parce qu'un troisième tour social se prépare et qu'il n'est pas équipé ni sur le plan personnel, ni sur le plan gouvernemental pour y faire face. Et il a perdu enfin parce qu'en gros, il n'a pas compris la France. Eh bien moi, je pense que cette approche, elle en dit long sur l'état du pays après ce second tour. Parce qu'elle prouve deux choses. Elle prouve l'ampleur de la défiance, et une défiance qui n'est pas simplement envers Emmanuel Macron, qui est envers les institutions, envers la capacité des institutions à accoucher de solutions pour la France, et c'est une défiance aussi, quelque part, des électeurs envers eux-mêmes. C'est-à-dire que ceux qui sont allés voter Emmanuel Macron, certains, comme ils le disent, en se bouchant le nez, eh bien, à peine l'ont-ils fait qu'ils veulent, à tout prix, faire savoir qu'ils l'ont fait pour faire barrage à Marine Le Pen. Moi, je pense que, comme je l'ai écrit dans Le Temps pour ceux qui nous lisent, que c'est une nette et claire victoire. 58,5%, qui l'aurait pensé ? Très franchement. Je peux juste dire que samedi matin, maintenant on peut le dire, samedi matin, donc la veille du second tour, l'IFOP que Philippe a cité faisait, ils le font à chaque élection présidentielle, un petit déjeuner briefing sur l'ultime sondage, c'est-à-dire le sondage qu'on ne publie pas, le sondage qui est prêt le samedi mais qu'on ne publie pas parce qu'on est en période de réserve électorale. Ce sondage donnait 55,5% à Emmanuel Macron, 46,5% à Marine Le Pen, et
Vous voyez, personne ne présageait que ça monterait jusqu'à 58,5. Donc c'est une nette et une claire victoire qui, évidemment, pose des questions, mais elle les pose d'abord à Emmanuel Macron. Et à mon avis, il y a 3 questions qui vont être décisives et je pense qu'on va commencer à avoir un début de réponse dans les 10 jours à venir, puisque, comme vous le savez, le mandat d'Emmanuel Macron s'achève le 13 mai à minuit. Il sera investi probablement juste avant. Il a dit qu'il garderait encore quelques jours Jean Castex comme Premier ministre, même si celui-ci a signé la fameuse lettre de démission qu'on donne, je crois, quand on est Premier ministre. Et donc, on peut s'attendre à une nomination d'un nouveau chef de gouvernement dans peut-être fin de la semaine prochaine. La première question qui se pose à Emmanuel Macron, c'est peut-il changer, lui? Est-ce que l'homme peut changer? Et c'est pas une question triviale parce que je crois qu'une bonne partie des critiques qu'on entend est d'un niveau de colère, d'un niveau de haine qu'on a rarement vu en France. Cette haine anti-Macron, elle porte beaucoup sur la personne, sur ce qu'il semble incarner ou sur ce que les gens lui reprochent. Est-ce qu'il peut changer ou en tout cas est-ce qu'il peut donner des signes que le Macron 2, qui, je le répète, est quand même plus âgé que Macron 1, Macron 1 avait 39 ans quand il devient président, Macron 2 a 44 ans. Est-ce qu'il peut donner des signes extérieurs, parce que c'est quand même ça dont on parle, d'une personnalité moins clivante, moins arrogante, je reprends les termes qu'on utilise d'habitude, moins hors sol, moins président des riches, entre guillemets. La deuxième question, c'est peut-il présider autrement ? Ce qui est une vraie question quand on voit le système français qui, inévitablement, quelle que soit la manière dont vous avez été élu, concentre tous les pouvoirs à l'Élysée. Donc même si une partie de vos électeurs n'ont pas voté pour vous parce qu'ils vous aiment, mais parce qu'ils voulaient faire barrage à votre adversaire, de facto, vous vous retrouvez avec tous les leviers en main. Et donc peut-il présider autrement, avant même que les élections législatives disent si oui ou non il y aura une situation de cohabitation. Et je crois que c'est un vrai défi parce qu'il s'est engagé, vous l'avez remarqué dans l'entre-deux tours, beaucoup sur le terrain de l'écologie, à nommer un Premier ministre qui sera prioritairement en charge des sujets écologiques, mais ce ne sera évidemment pas seulement la couleur politique du Premier ministre qui sera en jeu, ce sera aussi le type de personnalité. Est-ce qu'on aura une personnalité, par exemple, connue pour sa capacité à négocier, connue pour sa capacité à rassembler? C'est à voir. Et enfin, troisième question, c'est est-ce que dans les deux premières années, peut-être même dans la première année du quinquennat, Emmanuel Macron va pouvoir commencer à apporter les réponses aux questions que pose cette France fracturée. Pourquoi je dis la première année du quinquennat ? Parce que là, très clairement, c'est un quinquennat qui, cette fois, ne se renouvellera pas. La Constitution ne lui permet pas. Emmanuel Macron finira donc avec 2 mandats et il a finalement une marge de manœuvre très importante qu'il peut utiliser pendant la première année pour faire des réformes. Et là, je vois un curseur très symbolique. Ce sera celui de la réforme des retraites. C'est une réforme qui est très importante dans son corpus intellectuel. Il veut être l'homme qui modernise la France. Il a continué de le dire pendant la campagne. Il veut repousser l'âge légal de départ à la retraite. Mais comment va-t-il le faire ? Est-ce qu'il va de nouveau lancer une grande consultation ? Est-ce qu'il va inviter les Français à voter par référendum ? Je pense que le comment, la méthodologie sur la réforme des retraites sera, à mon avis, le premier curseur de ce second quinquennat d'Emmanuel Macron. Lucile Schmitt. Oui, merci Philippe. Dans la continuité de ce que vient de dire Richard, moi je voulais citer Emmanuel Macron lui-même et notamment ce qu'il nous a dit dans son discours de victoire après avoir été réélu, en vous rappelant qu'en 2017, il avait fait cette traversée de la cour du Louvre incroyable, mettant en scène un pouvoir jupitérien, se félicitant de son audace. Et on voit bien que dans cette réélection, il y a quelque chose de radicalement différent. Cette citation, la voici. « Les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. » Et il a ajouté que sa victoire ne valait pas soutien au projet que je porte pour beaucoup d'électeurs. Je trouve d'abord assez extraordinaire de rappeler comment Emmanuel Macron nous parle. C'est-à-dire que les années à venir, à coup sûr, ne seront pas tranquilles. Je trouve qu'il y a déjà, au fond, quelque chose qui nous dit comment Emmanuel Macron, le président de la République des Français, peut être le plus littéraire que nous ayons eu, et dans cette fondation Yann Michalski, c'est très intéressant, le plus littéraire dans son langage politique que nous ayons eu de longue date. Peut-être François Mitterrand était-il aussi dans un langage très littéraire, mais en tout cas, il y a là une manière de dire les choses de façon nuancée et au fond de prendre le recul qu'il n'avait certainement pas lorsqu'il se louait lui-même de son audace en 2017. Alors,
Philippe et Richard ont rappelé pourquoi. Les résultats sont à coup sûr importants en termes d'écart par rapport à Marine Le Pen. Le débat de second tour nous avait déjà éclairé sur la façon dont il y avait un décalage de niveau, de capacité à maîtriser les dossiers entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mais nous avait pas éclairé sur la façon dont ça aurait une influence sur le résultat. Et ce qu'on voit bien, moi je pense qu'il faut le dire avec force, c'est qu'une majorité assez nette de Français ne veulent pas de Marine Le Pen comme présidente. C'est-à-dire qu'elle se soit normalisée, dédiabolisée, quelle que soit la manière dont on nous a dit les choses, l'écart est net. Certes, Emmanuel Macron y a mérite, mais je crois qu'il faut rappeler que lorsque 42% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon votent pour Emmanuel Macron, même s'ils le disent bien, c'est pas pour le projet d'Emmanuel Macron, c'est un barrage républicain par rapport à Marine Le Pen qui a continué à fonctionner, qui certes est moins important qu'en 2002. Je rappelle qu'à l'époque, Jacques Chirac avait obtenu 82% des suffrages, mais qui a fonctionné des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la moitié des électeurs de Valérie Pécresse. Et ça, c'est important et ça dit quelque chose sur la bonne santé démocratique de la France, même si ceux qui se sont abstenus, ceux qui ont été votés blancs, ceux qui ont été votés nuls, représentent plus que les électeurs de Marine Le Pen, environ 16 millions de suffrages, c'est ce qu'a rappelé Philippe. Lionel Zinsou. Oui, merci. Merci Philippe et bonjour à tous. Moi, je suis frappé dans les commentaires par toute une série d'idées reçues, alors que naturellement, mes excellents collègues ne partagent pas. Sauf peut-être quand Richard dit quelle haine contre Emmanuel Macron. Ça, c'est la première idée reçue qui me frappe. Je pense qu'il est important, surtout de l'étranger, de dissiper cette idée d'une détestation de M. Macron. Alors, les chiffres n'expliquent pas tout, mais c'est de très loin le président de la République sortant qui a la cote de confiance et de popularité la plus élevée de la Ve République. C'est-à-dire qu'avec quelque chose qui, dans la dernière année d'un quinquennat difficile, avec des crises fortes, finit avec une cote de popularité de 40, qui fluctue dans l'année, entre 40 et 46%, c'est être 2 fois plus apprécié et en confiance avec les Français que Nicolas Sarkozy, et probablement 3 fois plus que François Hollande dans la même période. C'est un niveau record. Et son premier ministre, Édouard Philippe, lui, avec un petit peu de recul, peut-être grâce à son sens de l'humour, peut-être aussi ses qualités littéraires, il a écrit un beau livre sur ses lectures. Édouard Philippe est considéré comme le Premier ministre le plus populaire, en sortie de charge avec 56% des gens qui ont approuvé son action. Et c'était la période la plus réformatrice du quinquennat. Et dans ces 56%, il y a du côté des gens qui se classent à gauche, 49% pour soutenir, en tout cas dans le souvenir, dans la mémoire immédiate, soutenir l'image d'Édouard Philippe, qui aujourd'hui va être un acteur très important de la recomposition dans les législatives, alors qu'au fond, c'est quand même quelqu'un qui est issu du rang d'un centre droit modéré, lieutenant d'Alain Juppé, Premier ministre de Jacques Chirac. Et donc, moi, je ne crois pas du tout qu'il y ait un déferlement de haine. C'est très difficile de mesurer la haine. Les indicateurs de mesure de la haine, je me demande où tous les commentateurs les trouvent. Mais s'il y a une mesure chiffrée, c'est peut-être la cote de confiance et de popularité. De même que ce n'est pas un homme, ce n'est pas Jupiter, ce n'est pas un homme isolé, seul, qui a gouverné avec quelques technocrates, dont son secrétaire général de l'Élysée, qui avait exercé de hautes responsabilités en Suisse, me semble-t-il, dans un domaine porteur, hein, celui du shipping. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est entouré d'une garde rapprochée de gauche. D'ailleurs, il n'est pas au pouvoir depuis 5 ans, il est au pouvoir depuis 10 ans, parce qu'il a été l'un des tout premiers collaborateurs, les principaux collaborateurs de François Hollande, même s'il n'en a pas gardé que de bons souvenirs, même s'il a été à certains moments déprimé, dit-on, même s'il a trouvé au fond beaucoup de contre-exemples de tout ce qu'il ne faudrait pas faire ensuite, il fait quand même déjà 10 ans de pouvoir en réalité. Mais enfin,
il n'est pas seul. Il y a à côté de lui Monsieur Le Drian, Monsieur Castaner, les plus populaires de ses ministres, Olivier Véran, député socialiste de Grenoble avant de rejoindre le gouvernement, Gabriel Attal, membre d'un cabinet ministériel socialiste, celui de Marisol Touraine. Enfin, et il est évidemment très entouré également de la droite modérée, avec Édouard Philippe, avec le ministre Darmanin, etc. Donc c'est pas du tout un Jupiter tout à fait au sommet de l'Olympe et qu'on ne verrait pas entouré de tout un panthéon. C'est une victoire largement collective. Enfin, en France, on dit tout à fait l'inverse. Mais comme je suis en Suisse et que je m'autorise de mes origines valaisannes et vaudoises qui ne sont pas très apparentes, mais qui sont quand même les origines de mon grand-père et de ma grand-mère. Donc moi, je me mets au fond en contradiction avec les commentateurs. Ce que Richard a dit très bien, c'est que c'est un score très élevé, qui n'était prévu par personne. C'est un des mieux élus, quand bien même M. Mélenchon a dit le soir même des résultats qu'il était le plus mal élu, en faisant un petit jeu avec le nombre d'exprimés par rapport au nombre d'inscrits. Mais surtout, il n'y aura pas de troisième tour social. Ça, c'est amusant. À chaque quinquennat, on nous annonce que le président sera contesté dans la rue à la rentrée sociale. La dernière fois, je vous le rappelle, il y avait des ordonnances sur le marché du travail, qui étaient des ordonnances, d'ailleurs un procédé qui n'est pas toujours très apprécié d'un point de vue démocratique. Et on passait en force et on changeait des règles essentielles du marché du travail. Le même monsieur Mélenchon et le secrétaire général de la CGT nous ont promis un automne de grève générale illimitée. Alors, illimitée, en fait, ça a été une journée. Générale, ça a été essentiellement la RATP et la SNCF. Bref, il n'y a pas eu du tout de rentrée sociale. Nous sommes dans une situation sociale et conjoncturelle qui est bien meilleure que ce que croient les gens, qui pensent qu'on est dans une tragédie économique. Notamment, on est au niveau le plus bas de chômage depuis 20 ans, et notamment de chômage des jeunes. C'est pour ça que ça a tellement régressé dans les priorités des Français. Il y a très, 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 très peu de risques qu'il y ait un troisième tour social. Mais enfin, c'est une vision bénino-vaudoise qui n'est pas partagée par tous les Français. Au passage, Lionel, puisque vous avez évoqué le discours de Jean-Luc Mélenchon dans lequel il reprochait au président de la République d'être un des plus mal élus en calculant le pourcentage de ses voix par rapport au nombre d'inscrits, on peut ajouter à ce commentaire que Jean-Luc Mélenchon lui-même et ses principaux lieutenants, ceux en tout cas qui sont députés, ont tous été élus avec moins de 20% des électeurs inscrits. Nicole Niesotto. Oui, moi j'aimerais partager l'optimisme de Lionel Zinzou, mais je vais essayer d'être un tout petit peu plus nuancé et en retenant 3 chiffres. Il y a eu énormément de chiffres qui circulent encore d'ailleurs sur cette élection, et souvent on peut leur faire dire tout et son contraire, comme justement l'élection, enfin le chiffre même de l'élection d'Emmanuel Macron. Les 3 chiffres que je veux retenir, c'est premièrement 5 millions. 5 millions, c'est le nombre de voix qui séparent Emmanuel Macron de Marine Le Pen. Et c'est énorme. 5 millions de Français en plus ont voté pour Emmanuel Macron que par rapport à ceux qui ont voté pour Marine Le Pen. Et donc j'insiste là-dessus pour dire qu'effectivement c'est une victoire incontestable. Je ne dis pas que c'est une belle victoire, je répondrai ensuite à ce qu'a dit Richard Verdi, mais c'est une victoire incontestable. Et je dis ceci parce qu'il y a toute une mouvance qui essaye de faire croire, un peu comme aux États-Unis pour l'élection de Joe Biden par rapport à l'électorat de Trump, que ce serait une élection illégitime parce qu'il y a 28% d'abstention, parce que beaucoup de gens qui ont voté pour lui n'ont pas voté par adhésion à son programme, mais par réflexe républicain. Et donc, je crois qu'il faut absolument s'inscrire en faux. Emmanuel Macron a certainement un problème de représentativité
moi je pense qu'il représente une France, enfin une certaine élite française, plutôt de centre droit. Et donc il a un problème de représentativité par rapport à la ruralité, les petites classes moyennes. Mais il n'a certainement pas un problème de légitimité. Là, je crois qu'il faut couper court à tout ce qu'on essaye de nous faire croire aujourd'hui sur le fait que son élection serait illégitime. Ça, c'est le premier chiffre. Le deuxième chiffre, c'est 8 points. Marine Le Pen a gagné 8 points entre l'élection de 2022 et l'élection de 2017, ce qui fait à peu près 2,7 millions d'électeurs supplémentaires. Et ça, c'est absolument énorme. Ça prouve une chose, c'est que quelle que soit l'ampleur de la victoire d'Emmanuel Macron, l'extrême droite en France est non seulement bien installée, mais elle est parfaitement normalisée. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Richard. Parce que gagner avec 58% des voix contre l'extrême droite, c'est pas une belle victoire. Normalement, une belle victoire, c'est 80, comme avait Chirac, c'est encore 66, comme Emmanuel Macron l'avait eu en 2017, mais 58% contre 41 ou 42, bah, c'est comme si Marine Le Pen était Xavier Bertrand, c'est comme si elle représentait un parti traditionnel. Et donc ça n'est pas une belle victoire et dans ce critère-là. Et donc ce chiffre 8 points me paraît extrêmement inquiétant. L'extrême droite aujourd'hui est totalement normalisée, banalisée, et quand on sait qu'elle fait son meilleur score justement chez les travailleurs, chez la classe d'âge qui a entre 25 et 55 ans, on peut quand même s'inquiéter sur l'avenir. Et mon troisième chiffre, c'est 63%. 63%, c'est tout de suite après le premier tour, donc lundi, le deuxième tour, pardon, lundi, c'est d'après plusieurs sondages, entre 60 et 63, le nombre de Français qui souhaitent qu'Emmanuel Macron n'ait pas une majorité aux législatives. Autrement dit, le nombre de Français qui souhaitent une cohabitation, ou en tout cas un compromis dans l'élaboration de la politique entre Emmanuel Macron qui a gagné et le reste. Alors Mélenchon, comme on le sait, a fait faire sa campagne des législatives sur l'idée de élisez-moi Premier ministre, c'est-à-dire l'idée que représentant l'union des gauches, ou en tout cas l'union populaire, il pourrait avoir une majorité. Ça paraît difficile, mais enfin, c'est l'idée qu'il pourrait avoir une majorité. Et Marine Le Pen, alors qu'elle avait dit qu'elle arrêterait la politique si elle était défaite, a dit qu'elle prenait la tête de la bataille législative. Elle dit qu'elle veut, je cite, incarner l'opposition. Alors, elle aussi, ça va être difficile de représenter une majorité par rapport à Emmanuel Macron. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que les Français le souhaitent. On a un très bon souvenir des deux précédentes cohabitations. Et c'est l'idée que Emmanuel Macron, parce qu'il est effectivement jupitérien, aurait trop de pouvoir s'il avait une majorité, et que donc il faut, dans bonne démocratie, avoir, un peu à l'allemande, avoir un compromis entre une espèce de contrat social en politique. Et donc là, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Lionel Zinzou. Je crois qu'il dirige seul, il est parfaitement seul, même s'il est entouré d'une cour, il est solitaire dans sa décision. C'est pour ça que c'est très important. Quand il nous dit qu'il veut changer de méthode, moi je veux le croire. Je veux le croire, parce que sa méthode est une des raisons pour lesquelles il suscite tant de haine. Et tant de haine, ce n'est pas contradictoire, Lionel, avec la popularité. Il y a 41% de gens qui sont satisfaits, enfin, qui trouvent qu'Emmanuel Macron est populaire au sens, il est remarquable, il est intelligent, mais il y en a autant qui trouvent qu'il est, comment dit-on, méprisant, parce que cela s'exprime, Lionel, sur les réseaux sociaux. Et ce sont les réseaux sociaux, comme on le sait, qui favorisent cette haine. Et donc, je pense qu'Emmanuel Macron a vraiment intérêt à changer de méthode. Alors, il nous a dit qu'il allait changer. Il n'a pas dit comment. Il a simplement dit qu'il ferait beaucoup plus de débats. Mais il y a deux façons de changer de méthode. Un, c'est d'avoir un régime plus parlementaire, de donner beaucoup plus de liberté, y compris à sa majorité, plutôt que d'avoir des députés qui sont aux ordres, comme ça a été le cas là dans la précédente mandature. Et la deuxième
deuxième façon, c'est de s'appuyer beaucoup plus sur les corps intermédiaires, en particulier sur les collectivités territoriales, sur les syndicats, sur les conventions citoyennes, alors que quand il a fait la convention citoyenne sur le climat, il a dit mais je vais quand même pas écouter tous ces gens qui veulent revivre à l'âge de pierre ou chez les Amish. Donc là, je crois que en tout cas pour l'avenir, s'il ne change pas de méthode, il risque d'amener Madame Le Pen à faire 8 points de plus, c'est-à-dire 52% dans 5 ans. Richard Verly. Sur le vote Le Pen, il est vrai que je n'ai pas tout à fait la même lecture que Nicole. J'aimerais qu'on se penche sur le vote Le Pen, c'est-à-dire sur les 42% qu'elle a obtenus, qui sont nettement supérieurs, évidemment, aux 33,9% qu'elle avait obtenus en 2017. Mais n'oublions quand même pas que, contrairement à 2017, puisque là, il y avait une vraie dynamique anti-Macron, alors que Macron, en 2017, c'était le nouveau venu, il n'avait pas de bilan. Dans cette période de dynamique anti-Macron, Marine Le Pen a bénéficié d'un vote qui n'était pas un vote d'extrême droite pour elle. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'un côté un candidat Emmanuel Macron qui aurait cumulé des votes, une petite partie ou une moyenne partie de votes d'adhésion et une vote de rejet de l'extrême droite, et Marine Le Pen qui n'aurait que des votes d'adhésion. Non, Marine Le Pen n'a pas 42% de votes d'adhésion. Elle a une partie de ses électeurs, Philippe a cité 14% des mélenchonistes qui auraient voté Le Pen, et si vous enlevez un certain nombre de gens, disons protestataires de gauche, qui l'ont rejoint par volonté de faire barrage à Emmanuel Macron, eh bien je pense que l'augmentation de son vote baisse quand même nettement et qu'on n'est pas si éloigné des 33,9% de 2017. Donc moi j'ai une véritable interrogation. Je ne crois pas que Marine Le Pen ait tant progressé que ça dans l'opinion sur la base de ses thèses. Ça c'est une question que je pose. Il y a deux choses, moi, qui me préoccupent énormément quand je lis ce vote. Premièrement, il y a un vote quand même ahurissant, à tel point, pour tout vous dire, que ça me donne envie d'y partir rapidement en reportage, c'est le vote des territoires d'outre-mer et notamment le vote des Antilles. Des habitants, des électeurs. Alors, il y a une abstention très forte, on est d'accord, que je n'ai pas en tête maintenant, mais il y a une abstention très forte aux Antilles. Mais pour que la majorité des habitants de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, qui, en termes de population, est beaucoup plus important, donne la majorité à Marine Le Pen. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on parle d'électeurs majoritairement de couleur qui votent pour une candidate d'extrême droite, extrêmement nationaliste et xénophobe. Il y a là un divorce avec la République qui pose une réelle question, un sentiment d'abandon qui pousse ces gens à voter Le Pen. Bien évidemment, la pandémie, les antivax, tout ça s'en est mêlé. Mais je crois qu'il faut vraiment s'interroger parce qu'il y a une population traditionnellement très républicaine, très attachée à la République finalement, d'autant plus attachée à la République qu'elle en est géographiquement éloignée, et qui, à travers ce vote, montre l'ampleur d'un divorce sur lequel, personnellement, je m'interroge beaucoup. L'autre divorce qui m'inquiète, c'est tout ce qui tourne autour de la prochaine élection législative et cette idée qu'il faudrait au fond maintenant combattre les institutions de la Ve République et ne pas donner au président les moyens de gouverner. Sauf que les institutions, elles ne sont pas faites comme ça. C'est-à-dire que la logique de la Ve République, c'est quand même qu'en général, le président élu, on lui donne la majorité pour gouverner et pour mener l'action qu'il a proposé aux Français. Alors moi, je ne me prononce pas sur les vertus ou pas de la cohabitation. On sait que dans le passé, les Français en ont plutôt été satisfaits. Mais cette idée qu'il faut tout de suite bloquer le président qu'on vient d'élire me paraît inquiétante parce que là, il y aurait de facto une crise institutionnelle. Et cette crise institutionnelle, je ne crois pas qu'elle soit de très bon augure pour la France en ce moment. Et nous n'avons pas parlé, mais nous aurions dû, parce que c'est évidemment en arrière-plan, la guerre en Ukraine, les défis qui sont posés à l'Europe, et quand même le vote de confiance pour l'Europe, mais on y reviendra à travers cette élection d'Emmanuel Macron. Lucille Schmid. Oui, moi je crois que, pour rebondir sur ce que vient de dire Richard Verly, je crois qu'il faut se rappeler la promesse d'Emmanuel Macron en 2017, qui était d'ouvrir un nouveau cycle politique. Il avait promis un nouveau cycle. 70% des députés de l'Assemblée nationale étaient des députés qui étaient députés pour la première fois.
Et après un mandat qui a été marqué par des crises qu'Emmanuel Macron n'avait pas prévues, comme nous tous, qu'il s'agisse de la pandémie, qu'il s'agisse de la guerre en Ukraine, on voit bien que l'espace-temps politique français est aujourd'hui complètement bouleversé et que d'une part, cette élection française si particulière, qui est censée être une élection d'exception, a été en fait bouleversée par l'arrivée du monde. Je rappelle aussi d'ailleurs qu'Emmanuel Macron est président du Conseil de l'Union européenne en même temps, si je puis dire, qu'il était président candidat et aujourd'hui président réélu. Donc on est dans une situation où en fait on est en train de tâtonner par rapport à ce qu'était l'espace-temps justement des institutions de la Ve République. Et ça peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, des choses très contradictoires se passent après cette élection. Effectivement, d'emblée, Jean-Luc Mélenchon a expliqué qu'au fond, ce président de la République, réélu assez largement, avec plus de 58% des voix, était en fait un président de la République illégitime et qu'il fallait déjà, lui, l'élire, Jean-Luc Mélenchon, comme Premier ministre. On n'avait jamais entendu une déclaration pareille, c'est-à-dire que dire qu'on élit un Premier ministre en France, ça ne s'est jamais dit. A priori, notre idée, c'est quand même que le président de la République désigne le Premier ministre, qui est issu de l'Assemblée, effectivement de la majorité présidentielle. Il y a eu des périodes de cohabitation, mais cette idée d'élire un Premier ministre, on n'est pas en Angleterre, on n'est pas non plus en Allemagne, et donc c'est quelque chose de profondément, je ne sais pas si on peut dire choquant, mais en tout cas tout à fait exceptionnel par rapport à nos institutions. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas eu de campagne présidentielle, c'est-à-dire que Emmanuel Macron s'est déclaré au dernier moment, et il a fait campagne essentiellement pendant l'entre-deux tours, entre le premier et le deuxième tour, en reprenant beaucoup des thèmes que portaient d'autres candidats. Je rappelle que Valérie Pécresse l'a accusé de plagiat. Je rappelle qu'il a repris un slogan de Philippe Poutou sur le fait que nos vies valent mieux que leurs profits. Je rappelle entre les deux tours, il a dit qu'il était un président de la République qui serait profondément écologiste, alors que son bilan écologique était extrêmement critiqué, et qu'il allait prendre un Premier ministre de gauche et écologiste, et qu'il allait modifier l'organigramme du gouvernement en installant 2 vice-premiers ministres qui seraient des vice-premiers ministres sur les questions d'écologie. Donc il a dit un nombre de choses incalculables, et la question qui est devant nous, c'est celle de la confiance ou de la défiance entre les mots, les discours et la réalité des actes. Parce que par rapport aux actes qu'avait promis Emmanuel Macron en 2017, son mandat, peut-être parce qu'il en a été empêché, parce qu'il y a eu des contretemps venus du monde, peut-être aussi parce qu'il n'a jamais trouvé le tour de sa relation avec les Français, son mandat est un mandat qui ne correspond pas à la promesse. Et du coup, cette question de ce qu'il a promis en 15 jours entre le premier et le deuxième tour et ce qu'il va faire dans le mandat est quelque chose d'extraordinairement tâtonnant et flou. Au fond, lorsqu'il dit « je sais que ceux qui ont voté pour moi ne sont pas tous pour mon projet », je crois qu'on peut se poser une question, c'est quel est le projet que va porter Emmanuel Macron dans ce deuxième quinquennat ? Lionel Zinsou. Alors moi, je suis très heureux d'écouter Richard dire qu'il n'y a pas de montée des extrêmes, aussi clair que ça, et que Marine Le Pen n'a pas tant changé d'électorat. Parce que clairement, c'était un vote utile dans lequel on a trouvé des anciens électeurs de François Fillon et effectivement un vote d'insoumis, de quelques écologistes, beaucoup moins, qui, au fond, ont exprimé une colère, mais certainement pas une adhésion aux grandes valeurs de l'extrême droite. Et donc, quand on revient au noyau dur, en fait, c'est-à-dire ce qu'elle a eu en termes d'intention de vote, avant que le grand mouvement des 6 dernières semaines de vote utile rassemble d'autres citoyens, d'autres électeurs, c'est-à-dire quand elle avait 15 ou 16% d'intention de vote, là on était probablement avec les 7% de M. Zemmour assez proche de ce qu'est l'extrême droite. Il n'y a pas eu de montée significative des extrêmes, ce qui est quand même remarquable, parce que M. Macron incarne une coalition. Alors beaucoup de gens refusent de le voir, mais il se trouve que ce n'est pas un centriste, ce n'est pas une force centrale. C'est quelqu'un qui a coalisé les sociodémocrates, à peu près la moitié de son électorat de premier tour, surtout d'ailleurs en 2017, un tout petit peu moins de la moitié probablement en 2022. Ça, c'est des vrais sociodémocrates issus du Parti socialiste, qui du coup les a perdus, qui du coup s'est retrouvé à un étiage absolument inimaginable. Avec évidemment des éléments centristes, le MoDem, une grande partie de La République En Marche, mais aussi avec des gens de la droite républicaine, très bien incarnés par le Premier ministre. Mais ça s'appellerait, si on était en République fédérale d'Allemagne, une grande coalition. On est exactement
formule telle que celle des derniers gouvernements de Mme Merkel, où vous aviez des SPD sociaux-libéraux. Eh bien oui, en France aussi, des gens ont fait leur Bad Godesberg et sont désormais à la fois des socialistes et en même temps partisans d'une économie de marché. Ils sont là dans le gouvernement. Et il y a une droite républicaine, une sorte d'aile de la CDU qui est là présente, et puis des gens qu'on appellerait des libéraux. C'est une grande coalition. Et c'eût été assez normal qu'on ait une poussée des deux extrêmes réelle. Or, en fait, elle est plutôt l'addition de votes utiles. Mais pourquoi ? Parce que quand vous avez ce genre de coalition, il vous arrive ce qui est arrivé en Allemagne. C'est-à-dire que vous avez la AfD qui se forme, comme dit Linke auparavant, mais vous avez l'AfD qui se forme et 80 députés d'extrême droite qui rentrent au Bundestag. Je veux dire, quand vous gouvernez avec une coalition de la droite et de la gauche, vous avez des effets d'opposition, et ça ne peut être que des oppositions à l'extrême de la droite, à l'extrême de la gauche. Or, on a eu quelque chose d'assez contenu. Et évidemment, dans les législatives qui viennent, c'est la même coalition, alors avec une identité probablement plus forte, puisque les anciens républicains vont se rassembler dans Horizon, le mouvement d'Édouard Philippe. Il y a Territoire de progrès à gauche, qui s'est renforcé d'un certain nombre de soutiens. Le maire de Dijon, M. Rebsamen, l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Barthelone, Mme Marisol Touraine. Vous avez des apports nouveaux de sociodémocrates. Manuel Valls. Donc vous accroissez significativement la partie et de gauche et des Républicains, et le MoDem va rester central. Donc la grande coalition va continuer. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire et qui est dans l'esprit français et qui est assez sympathique, un peu burlesque aussi, c'est que les trois candidats clairement battus ont fait acte dans leur discours d'une immense satisfaction de leur victoire, qui n'était pas vraiment dans les chiffres, mais qui était dans leur esprit. Et donc, il se trouve que Mme Le Pen a considéré que c'était une grande victoire et qu'elle allait évidemment remporter les législatives. Monsieur Mélenchon, même chose. Il faut les lire Premier ministre avec toutes les ambiguïtés, le caractère complètement exotique, non constitutionnel, dans aucune tradition historique. Donc on va les lire Premier ministre. Et voilà que M. Zemmour a pris la parole, ce qui est assez rare pour quelqu'un qui n'a que 7% de commenter le soir. Et donc il a appelé à une grande union des droites et de façon à pouvoir, au fond, honorer sa prophétie, qui était charmante mais un peu singulière. Il avait dit, le lundi 25 avril, je serai ou président de la République ou chef de l'opposition. Donc voilà, avec trois premiers ministres rêvés, qui n'ont aucune chance de l'être. Et alors, Nicole nous dit, les Français aiment bien la cohabitation. Mais oui, d'ailleurs, ils aiment bien les coalitions. La coalition macronienne, ils viennent de la reconduire. Donc ils aiment bien, effectivement, le « en même temps ». Ils aiment bien cette façon de prendre des deux côtés, de la droite et de la gauche, de façon modérée. Bon, très bien, ils aiment bien la cohabitation. Maintenant, les projections de législatives, circonscription par circonscription, vous me direz qu'elles ne sont pas très sûres, donnent au maximum au Premier ministre Mélenchon 100 députés, donc il ne lui en manquerait que 189 pour atteindre, dans une grande coalition de toute la gauche, si elle était réussie, alors que les gauches sont pour l'instant irréconciliables sur le programme de M. Mélenchon. Bon, 189 voix pour la majorité, c'est pas énorme, mais enfin, c'est pas avec ça quand même qu'on devient Premier ministre. Madame Le Pen est probablement taxée d'à peu près la même chose, peut-être 105 députés. Et bon, M. Zemmour, il faut admettre qu'il est probable qu'il faille attendre un peu avant qu'il devienne Premier ministre. Mais nous avons là des gens qui ont remporté une immense satisfaction de victoire, totalement illusoire. C'est pour ça que je dis qu'il y a un élément de comique burlesque, mais il n'y aura pas autre chose qu'un soutien, pour l'instant, que les sondages imaginent légèrement supérieur à la majorité
considérable de la législature précédente. Peut-être les sondages se trompent complètement, mais pour l'instant, il n'est pas question qu'il y ait quoi que ce soit d'autre que la tradition républicaine. Peut-être qu'on viendra à un changement institutionnel, peut-être qu'on viendra à découpler les législatives et la présidentielle, mais dans le système d'aujourd'hui, quinquennat et législatif qui suivent, c'est pas la peine d'attendre un troisième tour politique et puis à l'automne, un troisième tour social. Nicole Disotto. Oui, Lionel, croire que la France est devenue un pays pacifié sur un modèle allemand, alors qu'il y a une grève par jour, une manifestation par semaine, excusez-moi, moi je prends le bus à Paris. Il n'y a jamais eu moins de grèves, Nicole, dans l'histoire sociale française. Lionel, si je puis parler, vous avez beaucoup parlé, Lionel. Non, il n'y a pas de conflits sociaux en France. J'aimerais beaucoup que la France adopte ce modèle politique pacifié de négociation permanente, y compris entre les syndicats, ce n'est pas ce qu'on voit venir de la part de la CGT, en tout cas pour le futur automne. Mais je crois que c'est peut-être un objectif de l'équipe d'Emmanuel Macron, mais c'est certainement pas le résultat auquel il est arrivé. Moi, ce que je voudrais dire simplement, je voudrais reprendre le titre qui m'a le plus semblé le plus juste sur l'analyse de cette élection. C'est le titre de l'Obs, l'Observateur, qui disait « La victoire en flippant ». Pour reprendre donc ce champ révolutionnaire, le champ du départ. Et je crois qu'effectivement, c'est une très belle victoire. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il faut la défendre comme une vraie victoire. Mais il y a beaucoup de raisons d'inquiétude. Et moi, j'en vois 5 très rapidement. La première, c'est le score de Marine Le Pen. Je ne suis absolument pas d'accord pour dire que le Front National, enfin le Rassemblement National, l'extrême droite en France, ne progresse pas, parce que quand on voit le report des votes, je suis désolé Lionel et Richard, si 17% des électeurs de Mélenchon ont voté Marine Le Pen et 25% des électeurs de Valérie Pécresse ont voté Marine Le Pen, il y a 2 solutions. Soit c'est parce qu'ils ont une haine d'Emmanuel Macron, ce que vous niez tout à l'heure, soit c'est parce qu'ils adhèrent au vote de Marine Le Pen. Mais donc, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas progressé. Ça me paraît être en plus une erreur politique majeure. Moi, je pense qu'il faut maintenir l'inquiétude contre le vote de Marine Le Pen, parce qu'à force de banaliser ce qui se passe en Hongrie, aux États-Unis, Trump, Orban, etc., on va finir par la porter au pouvoir. Donc ça, pour moi, c'est une vraie raison d'inquiétude. La deuxième raison d'inquiétude, c'est l'indifférence démocratique en France. 28% d'abstention, c'est énorme, plus le nombre de bulletins blancs, plus le nombre de votes nuls. Il y a une vraie crise de la démocratie au sens de la démocratie représentative parlementaire dans ce pays. Et ça, je crois quand même qu'Emmanuel Macron doit vraiment changer de méthode s'il veut effectivement maintenir une créativité politique en France. Troisième raison d'inquiétude, les législatives. Je veux bien penser que le scénario le plus probable soit une majorité présidentielle. Mais je ne pense pas qu'elle sera très forte. Et surtout, je pense que le scénario auquel personne ne songe, ce serait l'absence de majorité sans pour autant qu'il y ait une vraie cohabitation possible, c'est-à-dire que tout le monde fasse à peu près 20%. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait la 4e République dans la 5e République. C'est-à-dire qu'à chaque grand projet, les retraites notamment, il faudrait négocier entre les différents groupes parce qu'aucun n'aurait la majorité. Et ça, c'est une inquiétude sur la gouvernance de la France. 4e inquiétude, le contexte international. Alors, ça ne dépend pas de la France, mais ça réduit énormément la marge de manœuvre du président de la République. Par exemple, sur le pouvoir d'achat et sur le prix de l'énergie, il n'a aucune marge de manœuvre puisque tout dépend de l'extérieur. Tout va dépendre de l'évolution de la guerre en Ukraine, de la flambée des prix du pétrole, de la flambée des prix agricoles, etc. Et donc, on a un contexte international qui fait de Emmanuel Macron un président pratiquement sans pouvoir. Il n'est pas le seul, ce que je dis est vrai pour l'ensemble des pays européens, mais c'est quand même très inquiétant, là, pour l'humeur sociale de la France, parce que même si, Emmanuel, même si Lionel... Vous pensez qu'il n'y aura pas de 3e tour dans la rue? Moi, je pense que les gilets jaunes n'ont pas
ranger leurs gilets dans leur voiture. Je pense que la hausse des prix va se faire sentir de façon dramatique chez les petites gens, en particulier en province, que la fracture de la France est une réalité entre une France urbaine, élitiste, éduquée, en bourgeoisie, si je puis dire, et la France rurale, ou plutôt de la périphérie urbaine, qui a des difficultés de fin de mois. Ça, c'est une réalité, cette fracture. Donc, je pense que c'est un point d'inquiétude. Et le dernier point d'inquiétude, c'est que dans 2 ans, on a les élections européennes. Et si Emmanuel Macron n'arrive pas à recréer une dynamique telle qu'il avait pu la créer lors de sa première campagne électorale, s'il n'arrive pas à recréer une dynamique européenne en France où, malgré tout, et le Front National et le vote Mélenchon sont des votes anti-européens, alors on est vraiment, vraiment mal parti. Les 5 points d'inquiétude de Nicole Nisotto pourront être remis au débat dans la deuxième partie de cet enregistrement, puisque selon la tradition, nous consacrerons tout à l'heure, en comptant sur les réactions et les questions du public, nous consacrerons une demi-heure au prolongement de cette première conversation, car l'heure est désormais venue de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai en étant d'une brièveté exemplaire. Il y a tous des livres dont on est sûr qu'on les connaît bien. On les a lus, on les a beaucoup aimés, on les cite même quelquefois. Et puis, un beau jour, ils tombent de votre bibliothèque et vous vous dites « Ah tiens !» et vous les refeuilletez, puis finalement vous les relisez. Et vous vous apercevez à quel point tout le bien que vous pensiez de ces livres, toute l'importance qu'ils ont pu avoir dans votre propre formation était parfaitement fondée et que sans doute vous en avez un peu affadi ou perdu la puissance en les laissant tranquillement sur les rayons de votre bibliothèque sans les relire. Eh bien, celui-là qui m'est tombé sur les genoux en rangeant une bibliothèque, je l'ai relu et je recommande à tous et à chacun de le faire. Ce sont Les animaux de la ferme d'Orwell. Richard Verly. Eh bien, en cette période post-second tour de la présidentielle, je me suis replongé dans le livre d'Emmanuel Macron, Révolution, qu'il a publié, vous vous en souvenez, fin 2016, et qui était à la fois supposé être sa biographie, son autobiographie, c'est-à-dire il se présentait aux électeurs, il présentait son programme. Eh bien, si vous avez un moment, replongez-vous dedans, parce qu'en fait, je me suis aperçu à le relire qu'il y a une chose qui peut-être explique beaucoup du divorce ou de l'incompatibilité entre Emmanuel Macron et une partie de la France, c'est qu'il est obsédé par l'avenir. Il est vraiment un homme qui pense l'avenir. Je ne dis pas qu'il le pense bien, mais qui regarde devant. Il regarde devant lui et c'est un homme qui est prêt à prendre des risques et qui estime que l'avenir est fait de risques. Or, il y a en France, et je le sais pour avoir pas mal circulé sur le livre que j'ai fait autour de la ligne de démarcation de 1940, il y a en France une France immobile, et pas immobile dans le sens péjoratif, une France qui n'a pas bougé et qui vit avec hantise la modernité et l'avenir. Donc voilà, je vous conseille de vous replonger dans Révolution, mais pour compléter cette lecture, je me tournerai vers Lucile et je vous recommanderai le livre qu'elle a écrit avec Olivier Mongin aux éditions Bayard qui s'appelle Emmanuel Macron à contretemps, parce que c'est un parfait complément de Révolution. Ça donne donc la Révolution à contretemps. Nicole Nisotto. Alors moi, le livre qui m'est retombé sur les genoux, mais je ne vais pas vous en parler, c'est Anna Karénine, que je relis avec un plaisir absolument intact. Mais en revanche, je voudrais vous parler d'un gros livre qui vient d'être publié par le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, que j'ai quitté récemment, et qui est un livre de réflexion de la part de 44 professeurs du conservatoire pendant le confinement, de réflexion sur comment les crises multiples que nous traversons, la crise économique, la crise pandémique et les crises géopolitiques qui étaient déjà là avant la guerre en Ukraine, remettent en cause les connaissances traditionnelles que nous avons. Et donc il y a 3 parties dans cet ouvrage: la crise de nos connaissances sur la santé,
et ça c'est évident que le Covid a remis en cause beaucoup de choses, crise de la connaissance en économie et crise de la connaissance en politique. Donc c'est un ouvrage collectif que j'ai pas amené parce qu'il est très gros, mais où vraiment on trouve des analyses extrêmement intéressantes, et la préface est faite par Arnaud Fontanet, qui est un professeur du CNAM, qui a la chaire d'épidémiologie, et que l'on voit souvent, qu'on a vu beaucoup sur les médias pour commenter la crise du Covid-19. Lucille Schmitt. Moi, je ne m'étais pas du tout concertée avec Richard Verly, mais je comptais parler de son livre. Eh bien, écoutez, c'était notre rubrique, la rhubarbe et le séné. La France contre elle-même. Alors, en deux mots, mais j'ai un deuxième livre aussi dont je vais vous parler. Donc, La France contre elle-même. Moi, ce que j'ai aimé dans le livre de Richard Verly, qui donc nous fait un voyage en fait le long de l'ancienne ligne de démarcation, donc qui avait été mise en place au moment de l'occupation allemande de 1940 qui a existé jusqu'en 1942, jusqu'à la fin de 1942. Ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à ce que disait Richard sur le fait qu'Emmanuel Macron est obsédé par l'avenir et que une certaine France est immobile, dans son livre, on croise des Français qui connaissent leur histoire et d'autres qui ne la connaissent pas, et notamment un certain nombre de gilets jaunes qui ne connaissent pas leur histoire. Par exemple, qui ne savent pas que Vichy était sur la ligne de démarcation. Et je trouve que ça éclaire beaucoup de choses sur la manière dont on n'arrive pas à penser son avenir lorsqu'à l'évidence, on ne connaît pas son histoire. Alors, je vais très vite, parce que j'ai aussi un deuxième livre dont je voulais vous parler, Se libérer de la domination des chiffres, par Valérie Charol. Alors, c'est pas parce que j'ai regardé le débat d'entre-deux tours où Emmanuel Macron maîtrisait tous les chiffres par rapport à Marine Le Pen qui, il faut bien le dire, flippait dès qu'il s'agissait d'évoquer un seul chiffre. Je me suis dit, elle a un problème avec l'économie. Mais je trouve que ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on apprend comment est-ce que, évidemment, derrière chaque chiffre, il y a une construction, non pas idéologique, mais en tout cas une construction philosophique, et notamment lorsqu'il s'agit, par exemple, d'évaluer les chiffres du chômage ou d'évaluer les chiffres de l'inflation. Il y a une anecdote absolument passionnante, qui est la façon dont l'INSEE a retenu pendant plusieurs mois le calcul de la baisse du chômage en France de 2004 à 2006, alors que Nicolas Sarkozy expliquait qu'il avait baissé de 2 points, et l'INSEE a accepté de donner ces chiffres en septembre 2007, donc après l'élection présidentielle, et a réduit les 2 points à 0,5 points. Et je trouve que ça montre aussi comment, d'une certaine manière, la technocratie, comme on l'appelle, est aussi quelque chose de très utile en démocratie. Comment est-ce qu'il faut empêcher la manipulation des chiffres pour que la démocratie existe? Lionel, duquel d'entre nous allez-vous dire du bien du livre? Non, moi je vais dire du bien de la fondation qui nous accueille. Et je trouve qu'en hommage à une fondation qui est consacrée à l'écriture et à la littérature, il fallait trouver un livre qui va étonner beaucoup de gens et peut-être les passionner, qui est un livre d'un spécialiste de rhétorique. Il se trouve que c'est un de mes amis de lycée et de l'école normale supérieure. Il se trouve qu'il est spécialiste de quelque chose d'un petit peu, étroit comme spécialité, mais intense aussi, qui est la rhétorique hellénistique tardive. Mais en fait, il a fait de l'histoire de la rhétorique toute sa vie et jusqu'à la rhétorique contemporaine. Et il y a un livre qui s'appelle « La fièvre des urnes, 2500 ans de passions électorales ». Et comme je trouve que souvent les commentateurs sont un petit peu dans l'instant, dans l'immédiateté, je vous conseille de regarder, par exemple, en Suisse, on vit beaucoup, donc on vit beaucoup de passions électorales, on vit beaucoup de votations. Bon, en France, il y a beaucoup d'élections qui se succèdent, au point de lasser un petit peu les électeurs et qui s'abstiennent. Mais en fait, c'est toujours des affaires de passion. Et 2500 ans de passion, c'est très intéressant parce que, je veux dire, aussi bien à l'époque des Gracques où, au fond, la passion politique vous tuait ou vous conduisait au suicide, jusqu'à aujourd'hui où on a eu une campagne remarquablement calme, sans violence en France, sans scandale, etc. Mais il y a quand même toujours des dimensions de soif de justice ou de revanche. Ce sont des expériences passionnelles. C'est aux éditions de l'Observatoire. Il s'appelle Laurent Pernaut. Il est le meilleur historien de la rhétorique à travers les temps. Regardez, ce sont les meilleurs orateurs qui ont eu les meilleurs scores dans l'élection française. J'espère que c'est pareil en Suisse. Mais là, clairement, M. Macron est un grand orateur. Et il adore notamment les éloges funèbres. Franchement, il est excellent là-dedans. Madame Le Pen
était secrétaire de la conférence des avocats, et c'est ce qui est une espèce de distinction des plus éloquents. Donc, dans sa formation, elle est incontestablement une bonne oratrice. Monsieur Mélenchon a des qualités exceptionnelles, au point où il a inventé les hologrammes pour se multiplier par 12, conscient de ce qu'il apporte et ce qu'il aura apporté à l'histoire de France, c'est-à-dire véritablement une capacité exceptionnelle de dire, en captivant tout le monde, des choses qui sont, au fond, à peu près totalement inefficaces. Et puis, monsieur Éric Zemmour, qui a quand même fasciné les foules, et qui est le quatrième. Moi, je pense que la rhétorique est très importante pour ceux qui partagent cette idée. 2500 ans de passions électorales. La qualité principale de la rhétorique étant la brièveté, nous allons passer maintenant, enfin dans quelques instants, à la deuxième partie de cette rencontre, mais non sans que j'ai préalablement remercié d'abord évidemment la Fondation Jan Michalski, dont je l'ai dit tout à l'heure, l'accueil est pour nous tout à fait précieux. Et puis je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, car je rappelle que notre podcast n'est pas seulement un podcast qui s'écoute, c'est aussi un podcast qui se lit à travers ce compte-rendu analytique, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, Olivier Magloire, qui veille aux plateformes de financement, Laurie Galigani, qui a enregistré pour nous, qui a été l'ingénieur ou l'ingénieuse, je ne sais pas, du son de cette émission, et puis Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui nous produisent. Je vous donne rendez-vous, non sans avoir remercié le public qui est venu à la Fondation Jan Michalski. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour ceux qui sont là, et mercredi pour la diffusion de ce bada de notre émission. Merci à vous.